Aujourd'hui, c'est un voyage sur les traces des légumes d'hiver pour lequel je vous propose d'embarquer à bord de Micheline. Et si l'été est la saison où les légumes abondent au potager, il serait dommage de ne pas explorer ce que les saisons un peu plus fraîches nous offrent pour cuisiner des potages, des tourtes, des potées ou des gratins, pourquoi pas, et que l'on est bien content de voir sur la table pour se réchauffer quand arrive l'hiver. Alors au programme de notre voyage aujourd'hui, les Grecs en mangeaient déjà. Ils appelaient d'ailleurs cela la barbe de bouc. Nous cuisinerons ensemble le salsifis dans une drôle de tourtière. Non, faut pas avoir peur. Je sens le drame. Faut pas avoir peur. Il faut tenir, attention. Ben ouais. Non. Je veux tenir quoi? Un peu moins penché. C'est vrai que c'est chaud. Un peu moins penché. Et l'hiver, c'est aussi la saison du chou. Alors aujourd'hui, notre potée sera champenoise et vous le verrez plutôt copieuse. Il en reste des haricots? Ah mais oh là là. Ouf, il en reste, je vais te dire, tu peux inviter Obélix à dîner. Bon, allez, pour te faire plaisir, je remets une saucisse. Ah, on sait recevoir en Champagne. Mais vous êtes des mavoules. On les confond souvent avec les blettes, mais c'est bel et bien de cardons que nous allons parler. Nous les cuisinerons ensuite avec une recette et un tour de main typiquement lyonnais où l'on associe ce légume avec de la moelle de bœuf pour en faire un plat emblématique de la capitale des Gaules et très festif. Alors ce Tour de France nous emmènera aussi à la découverte d'orfèvres du maraîchage qui sculptent les légumes et les fruits d'hiver et qui nous présenteront des conseils et des méthodes de jardinage pour sublimer nos potagers. Alors n'oubliez pas vos petits carnets. Et à la fin de notre voyage, comme d'habitude, nous rencontrerons un chef qui, de son potager à ses fourneaux, se mettra en quatre pour nous réaliser une recette de saison que vous pourrez à votre tour reproduire à la maison. Et ça se passera à Arles, aux côtés d'Armand Arnal, surnommé l'amoureux des légumes. Avec le fleur de soja nana. Ce qui est le plus important pour moi dans une assiette, c'est d'avoir un maximum de couleurs. Alors récapitulons. Notre voyage sur les terres légumières nous permettra d'arpenter l'Hexagone. Depuis la Dordogne pour cultiver et cuisiner le salsifis, c'est par le Bordelais que nous passerons également avec Micheline pour en apprendre davantage sur un mode de culture révolutionnaire. En Camargue, nous cuisinerons les produits du potager du chef Armand Arnal. C'est dans le Lyonnais que nous découvrirons les cardons, emblème hivernal régional. Puis remonterons à Trépaille, en Champagne, préparer une généreuse potée des vendangeurs. Un passage s'imposera aussi en Île-de-France, à Rungis, qui regroupe nombre de primeurs, puis à Chappet, dans les Yvelines. Et enfin, pour le moment, rendons-nous dans l'Eure, et plus précisément dans le pays de Rouen. Je voudrais vous faire découvrir, et découvrir moi-même d'ailleurs, une ferme d'un genre nouveau, une ferme pionnière, la ferme du Bec et Loin. C'est Charles et Perrine qui en sont à l'origine, et ce sont de vrais aventuriers de l'agriculture, autodidactes au départ. Et on pourrait dire que par intérêt et par respect pour la nature, ils ont fini par prendre à revers les automatismes de l'agriculture traditionnelle et ont développé un système qui est encore assez peu connu, mais qui rencontre déjà beaucoup de succès et qui s'appelle la permaculture. Alors qu'est-ce que la permaculture? Évidemment, je les laisse nous expliquer tout ça et vous verrez que si vous avez un petit lopin de terre, ça peut vous donner quelques idées et surtout de l'espoir pour l'avenir. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils Bonjour Charles. Bonjour Julie. Je suis accueillie par les moutons. Thank you very much. Bienvenue, tu nous amènes le soleil. Mais écoute, On en a ça besoin. fait plaisir. Oui, il va, il vient depuis que je suis arrivée. Alors Absolument. cette ferme, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est un peu une ferme qui est sortie de notre imaginaire de Parisiens, avouons-le. Et puis, chemin faisant, finalement, sans du tout l'avoir prémédité, on a exploré les chemins d'une agriculture très naturelle et qui s'est finalement aussi révélée être très productive. Tu m'expliques ça en allant voir un petit peu on vos peut aller voir les cultures, jardins. justement. Voilà, on va y aller, ils sont de l'autre côté de la rivière. Mais en quoi
de cultiver sur une butte change par rapport au fait de mettre de la terre d'une façon plus uniforme, tu vois? Il y a pas mal d'avantages à la butte. Déjà, les plantes ont plus à manger parce que c'est plus haut. On peut les cultiver de manière très dense. On n'est pas obligé de planter en rang avec des petites allées entre chaque rang qui sont en fait des petits déserts. Tu gagnes en surface finalement. On gagne en surface aussi, à peu près 20% en surface déroulée. Et donc là, par exemple, on a des fèves au milieu et de la mâche sur les côtés, ce qui est une culture associée. Voilà. On joue sur la complémentarité entre les végétaux. On atteint des niveaux de productivité qui semblaient complètement impensables. En résumé, la permaculture vise une production agricole durable, très économe en énergie et en harmonie avec l'environnement. Voilà la grande serre, qui n'est pas énorme pour une serre maraîchère. Et voilà ma femme adorée. Bonjour Perrine. Salut. Bonjour Perrine, on s'embrasse. Bah oui, Allez. à la campagne, pas de chichi. Ici, c'est chacun son domaine. Moi, je vais là où il faut. Quand je peux, là où je peux. Moi, j'ai pas vraiment de domaine de prédilection. Après, j'ai mes... La forêt-jardin, c'est un peu ton royaume. Voilà. Ouais. C'est étonnant parce qu'on arrive sous cette serre qui est quand même complètement ouverte et on a pris 10 degrés facile. Hein. Et c'est uniquement, c'est le bâchage, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Non, il n'y a bien sûr aucun chauffage, c'est interdit en bio. Hein. Mais on cherche à accentuer l'effet de chaleur de la serre par différents moyens, notamment le fait d'avoir des animaux. Et donc ce poulailler dans la serre, c'est un peu loufoque comme expérience, mais ça nous plaît beaucoup. On a construit ce poulailler l'année dernière. Alors elles ont un grand parcours extérieur, elles ne sont pas confinées dans la serre. La bonne surprise, c'était de découvrir qu'avec la chaleur qui monte, au-dessus, on a 5 degrés de plus pour démarrer nos plants au-dessus. On composte directement, on donne tous les restes de culture aux poules qui s'en nourrissent, qui te gratouillent tout ça, font leur fiente dedans. Et donc on a une sorte d'unité de compostage intégrée dans la serre grâce aux poules. Et du coup, tout ça te crée un système qui devient plus productif avec moins d'efforts. Mais le message que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, pour être assez concret, c'est que c'est rentable aussi. Oui, on peut créer un emploi avec 700 mètres carrés cultivés seulement. Ce qui est une révolution pour la profession. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas trop de notions. Parce que normalement, on dit que pour installer un maraîcher bio, il faut au minimum 1 hectare, soit 10 000 mètres carrés. Et là, on voit que, par exemple, l'année dernière, 700 mètres carrés cultivés ont créé 42 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est, dans la profession, quelque chose d'honorable pour 1 hectare. Voilà. Un schéma d'avenir à envisager plus massivement et qui commence à en inspirer plus d'un. Il y en a un pour qui la permaculture a été une vraie révélation, c'est Grégory Bitton, ingénieur de formation. Il a décidé il y a quelques années de vivre dans une maison écologique à quelques kilomètres de Bordeaux. Grégory a appliqué les principes de la permaculture dans son quotidien. Puis, au fil de ses recherches, il a croisé une technique inédite et s'est lancé dans l'aquaponie. Je vous vois faire des gros yeux, un peu comme moi au départ. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, l'aquaponie? Eh bien, c'est un système de culture en circuit fermé, avec de l'eau, des plantes, des poissons, une technique géniale, prometteuse, qui consiste à boucler la boucle en recréant un écosystème équilibré, en réussissant la symbiose entre la culture des végétaux et l'élevage des poissons. Le défi de Grégory, c'est de rendre sa famille autosuffisante en fruits, en légumes et en poissons d'ici 2 ans. Hiver oblige, c'est sous serre que Grégory a regroupé l'ensemble de ses légumes et herbes aromatiques dans des bacs remplis d'eau et de billes d'argile. Alors là, on est dans la serre bioclimatique. C'est une serre que j'ai conçue, qui est faite pour capter au maximum l'énergie du soleil et garder toutes mes plantes au maximum au chaud. Ça va pouvoir nous permettre de créer une espèce de symbiose entre les plantes et les poissons. Les poissons vont déféquer dans l'eau et c'est l'eau chargée par les excréments des poissons qui va être un engrais qui va être très riche et qui va permettre de faire pousser les plantes. Et du coup, on a des truites, là en l'occurrence, des truites et des légumes qui poussent ensemble et qui poussent de manière très efficace. On ne peut pas utiliser de pesticides dans un système d'aquaponie. On a des poissons, des plantes et des bactéries. Si jamais on utilise la moindre substance chimique nocive, il y a un des trois qui ne va pas se sentir bien. Et à ce moment-là, c'est tout le système qui s'écroule. On va pouvoir nourrir les truites qui frétillent d'avance. Ces poissons sont nourris 2 fois par jour d'un aliment constitué de céréales, de farine et d'huile de poisson. Le seul véritable effort à fournir.
L'eau, elle arrive des bassins directement ici, hein, elle rentre dans le bac de culture. Et puis elle va faire tout son trajet à travers le bac de culture en arrosant les racines de toutes les plantes sur le chemin. Et on va emmener jusqu'à l'autre bout du bassin, où elle va s'évacuer. Et là, d'ici, en fait, elle va retourner à nouveau là-bas au niveau de la pompe. Donc en fait, l'eau des poissons et des plantes, elle est commune, elle est brassée en permanence, elle est tout le temps renouvelée. Ça me prend 5 minutes d'aller donner à manger aux poissons tous les jours et peut-être 1 heure par semaine le week-end à bricoler avec mes plantes. Mais je n'arrose pas, je désherbe pas, je ne bine pas. Donc ici, c'est vraiment semer, récolter. Voilà. Donc là, on a les poireaux hein, qui sont toujours dans l'eau. Les betteraves, vous avez des belles salades là, regarde ça, c'est superbe à manger maintenant là. Et ces 20 mètres carrés de culture suffisent largement quand ça fournit même en général en excès pour notre famille de 3 personnes. Voilà. Plus une cinquantaine de truites à l'année quoi. On peut faire ça sur un balcon, on peut faire ça sur une place de parking. On n'a pas besoin de terre fertile, donc ça nous permet de s'installer même en ville sans problème, sur les toits. Il y a plein de possibilités offertes par ces techniques. L'aquaponie est donc une réponse durable pour cultiver dans de bonnes conditions fruits et légumes, tout en élevant des poissons, le tout dans des espaces réduits. Un modèle remarquable et peut-être une solution à la crise alimentaire. Allez, on reprend le volant, direction la Dordogne, pour se rendre à la ferme de l'Ermitage, tenue par la famille Lambert. Leur ferme apparaît comme un véritable modèle d'agriculture familiale. Éric et Isabelle exploitent avec leurs 2 filles 75 hectares en polyculture. Fruits, légumes, noix, noisettes, confitures maison sont vendus sur les marchés. Ils possèdent aussi un petit cheptel de vaches limousines, dont Marguerite, forcément, la mascotte, ainsi que des moutons. Mais aujourd'hui, c'est la récolte des salsifis qui nous intéresse. Un légume racine dont la consommation avait nettement diminué au profit de la scorsonère, plus productive, moins fibreuse et plus facile à peler. Mais aujourd'hui, il fait l'objet d'un réel regain d'intérêt, comme beaucoup de légumes oubliés. Bonjour Eric. Ah, Eric, voilà. Je vous fais un bisou. Et bonjour. Ludivine. Ludivine, la fille d'Eric. Elisabelle. Voilà, c'est ma fille. Et Isabelle, alors elle est où? Isabelle, elle est aux confitures. Ah bah oui, Eh oui, bah papa oui. est en haut, maman est en bas, qui fait du chocolat. On essaye de faire chacun notre part de boulot. C'est sûr, vous êtes plutôt à l'extérieur. On est à l'extérieur, on a les légumes, les vaches, ça fait beaucoup d'occupations. On est devenu ferme pédagogique auprès des écoles. Oui, j'ai appris ça. Ça nous plaît beaucoup et voilà. Ça mais vous là, permet de vous ouvrir un peu. Là, on est aux légumes aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, vous recevez la petite Julie qui aimerait bien en savoir plus et puis surtout repartir avec des salsifis, des scorsonnaires. Ah, des salsifis, on doit aller en cueillir. Non, mais on peut monter à regardez, ça y est, je suis montée. Et ils sont loin, les salsifis? Oui, 300 mètres. Ah bon, on aurait pu y aller à pied. Ça va? Ah oui, ça va super. Je m'accroche simplement. Toi, Ludivine, ça va? Ça va aussi. Ça va, impeccable. C'est ici les salsifis? Voilà, je vais vous faire voir parce que. Je serais bien incapable de dire à quoi ça ressemble, tiens. Les pieds de salsifis sont là. En fait, le salsifi, ce qu'on consomme, c'est la racine. C'est la racine uniquement. Alors, on met des gants. On met des gants. Pourquoi? Parce que le salsifis a la particularité de tacher les mêmes. Alors là, il fourche. On sort les racines. Ouais. Donc voilà à quoi ça ressemble une racine de salsifis. C'est vrai que c'est pas évident à faire. Sinon, qu'est-ce que c'est bon? C'est vachement bon, je suis d'accord. Aussi bien baigné qu'en accompagnement. C'est délicieux. C'est super. Nous, on va faire en tourte avec, très bien. avec du poulet. Ah oui. Bon, là, on est bon, non? Oui, j'ai l'impression. je pense que c'est bon. Il y a de quoi faire une bonne tourte. Hein. Ouais. Vous viendrez la goûter? Oui, avec plaisir. Dans la voiture, oui. Voilà. Super, merci. Ah ouais, c'est canon. Et tu peux pas faire la même chose avec les salsifis? C'est comme ça qu'on les lave. De toute façon, c'est comme ça qu'on les lave. Tu les mets là? Oui. Et... Tu veux qu'on te montre? On utilise tous les vieux lits. C'est pas bête. On récupère les sommiers métalliques. Mais non, arrête. Si, c'est les sommiers métalliques. Sans blague. J'en ai 3 qui attendent. C'est les sommiers de lit, ça? Et alors là, vas-y, balance. Incroyable.
vachement malin. C'est pas obligé de les éplucher, parce que regarde. Ah, oui, bah on oui, est directement sur la chair. Ah, c'est comme les carottes. Hein, voilà, exactement. Pareil. Une carotte fraîche n'a pas besoin d'être pelée. Voilà. Ils sont prêts. Les beaux salsifis tout beaux, tout propres. Voilà. Super. Merci les divines. On va en faire bon usage. Oui, j'espère bien. À très bientôt. Au revoir. Maintenant, on s'offre un petit détour par Bergerac. Bergerac, c'est une cité installée au bord de la Dordogne qui ne fait pas ses 1000 ans. Et oui, figurez-vous que le château a été détruit, mais en revanche, elle a gardé tout son cachet, ses vieilles pierres, ses colombages, dû à son prestige, notamment à la Renaissance et au commerce fluvial très florissant. Mais pour le moment, mon voyage continue en direction du Bug, à l'est de Bergerac, pour aller rejoindre Christiane et découvrir sa tourtière. Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling? Oui, entrez. Bonjour Christiane. Bonjour Julie. Je vous fais un petit bisou. Oh, il fait bien chaud. Oui, 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 mais rentrez au chaud, il y a la cheminée. Eh oui, elle est belle d'ailleurs cette cheminée. Elle va nous servir pour la cuisson de la tourtière. Oui, oui, voilà, avec les braises. Et avec les salsifis. Je vous ai rapporté les salsifis. D'accord, merci. Les salsifis d'Éric. Et vous allez voir, on les a vraiment sortis de terre il y a quelques heures. Ils sont tout frais, tout frais. Regardez. Est-ce que ça vous convient? Ah oui, très bien, très bons, bien. hein? Oui, oui, très bien. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cette recette. Alors l'histoire de cette recette, c'est une tourtière au salsifis. Mais moi, pour moi, la tourtière, c'est plutôt un gâteau. Non. Non, 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 c'est comme un pâté en croûte, puisqu'il y a une pâte sur le dessus. D'accord. Et à l'intérieur, des salsifis. Voilà. Et du poulet. Et du poulet, avec Et de la poule. Et de la poudre de perlimpinpin de Christiane. Oui, voilà. Mais c'est une recette que vous a transmise votre... Eh ben, c'est-à-dire que c'est ma grand-mère. Ah, d'accord. Ma grand-mère qui faisait ça dans la cheminée. Alors, la grand-mère, elle aurait fait quoi? Alors, la grand-mère, ben, elle aurait pelé les salsifis. Alors, gratté peut-être? Gratté. Les salsifis grattés sont réservés dans une eau légèrement vinaigrée pour maintenir leur blancheur. Je vais mettre ma tourtière sur la braise. Oui, donc il faut une belle braise, effectivement. Il faut anticiper un peu. Oh là, dis donc, je crois que je vais enlever le pull. Parce que là, je suis pas froid du tout, là. Là, elle est bien. Alors, la graisse de canard, voilà. Donc là, on va faire revenir les morceaux de poule. Alors, tu crois que c'est assez chaud, là? Oh, je pense, oui, oui, ça commence à un petit peu fumer. Enfin, fumer, voilà. On met les morceaux du côté de la peau. J'ai désossé ma poule. Voilà. Et est-ce qu'il t'est arrivé de faire ce plat sur le feu, sur le gaz? Oui. Oui, c'est jouable. Oui, oui, c'est jouable. On va essayer à la maison. Il faut retirer du feu parce que sinon elle va... J'y vais pour la farine? Je mets quoi à peu près? Une cuillère. Ça, c'est pour épaissir un petit peu oui, après on va mouiller au vin blanc. Tu prends un vin sec plutôt? Un vin blanc sec, voilà. J'y vais? Oui, oui. Et là, tu rajoutes ni oignon, ni ail? Si, j'ai fait frire à part des oignons avec de la tomate. Ah d'accord, tu as fait une sorte de sauce tomate aux oignons. Oui, Tu veux que je te la donne? Oui, voilà, on va la mettre là, c'est bon, ça va être ça, bon là. Oui, oui, on va la mettre. D'accord. Voilà. J'y vais. C'est ce bruit que j'adore, moi. Ce fricassé. Quand ça chante. Voilà, ça chante. Voilà, on va mettre du gros sel, une petite poignée, voilà. Voilà. Et de temps en temps, alors, il faut penser à tourner la tourtière. Ouais, ça c'est moins marrant. Parce que d'un côté, ça chauffe énormément. Bien sûr. Je mets, hein. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon eau pour que la poule soit pratiquement couverte. On couvre hein. et puis on laisse cuire 1h30. C'est le moment pour moi de m'équiper. On s'occupe alors de la pâte brisée, préparée 2 jours à l'avance, que l'on sépare en 2 tiers, 1 tiers, pour le fond et le couvercle. Puis farinons la table pour retravailler cette pâte. Elle va m'écouter, la pâte, elle va m'écouter. Elle va t'écouter? Oui, c'est ce tu que vas je la dis mater? C'est ce que je dis toujours. Et oui, parce que tu es obligé de la travailler un peu froide quand même. Oui, parce que sinon elle casse. Et oui, c'est ça.
Tu veux que je... Attends, je vais t'aider. Parce que là, c'est toi qui fais tout, là. Il n'y a pas de raison. Et alors, pour le diamètre que je dois obtenir c'est 45 cm de diamètre. D'accord. Et un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà. D'accord. Là, il ne faut pas trop fine. Hein. Pas trop fine. Parce que oui, ça va aller, ça va aller. Alors, donc, maintenant... Je vais graisser la tourtière. La tourtière, où va cuire... Et oui, parce que la tourte va cuire dans un autre plat. Et oui, parce que la difficulté, j'imagine, ça va être de faire en sorte que ça n'attache pas. Oui, on met quand même un papier sulfurisé. Vu d'accord. que la tourtière est très vieille. Oui. Elle n'est pas anti-adhésive. Voilà. On met la moitié. Voilà. Et on la déplie. Voilà. On ramène les bords. Oh, dis donc, c'est délicat, hein. Voilà. C'est bon comme ça? Voilà, c'est bon comme ça. Et on va mettre notre sauce dedans. Donc la sauce, tu veux une louche? Tiens. Hop là. Voilà. Alors, toi, t'appelles ça la sauce? Oui, oui, oui. C'est de la sauce poule, ça suffit. Il faut de la pâte de couvercle. Allez, j'y vais. Hop là. Donc, je la dépose? Oui, voilà. Allez, hop, j'y vais. Voilà. Voilà. Et après, on rabat les Ah oui, d'accord. Et c'est pas trop épais? Non. Non. Après, on fait un trou. À peu près au milieu. Voilà. Sûr. Voilà. Et je vais dorer à l'œuf. Voilà. De toute façon, comme ça donne une belle couleur à la pâte. Hop là. Ça y est, voilà. il est retrouvé. On met le couvercle. Et alors, c'est là que ça se passe. Tu mets par-dessus. Ah oui, d'accord. Je me disais voilà, comment braises, ça va même cuire qui au-dessus. descendent, c'est pas... Donc là, il y a assez de braise. Et il faut regarder l'heure parce que faut pas la laisser plus d'une demi-heure. Une demi-heure, ça y est. Voilà. C'est noté. Et donc, on va tourner 3 fois. D'accord. 10 minutes à chaque fois. Un temps de cuisson dont je profite pour prendre en note la recette de la tourtière au poulet et au salsifis de Christiane. Commençons par la garniture, pour laquelle nous avons besoin d'une poule désossée et coupée en morceaux, ou d'un poulet, 500 g de salsifis, un verre de vin blanc et 2 verres d'eau, une bonne cuillerée à soupe de farine, 2 cuillerées à soupe de graisse de canard, 2 oignons et 5 tomates moyennes. Et pour la pâte brisée, 500 g de farine, 150 g de beurre, 50 g de saindoux, 3 jaunes d'œufs et 2 autres pour dorer la tourte. N'oubliez pas 20 g de sel, 50 g de sucre et 20 centilitres d'eau environ. Elle a perdu sa cale, hein. C'est un peu la tour de Pise. C'est pas grave. Hop, sans faire tomber de la ça a l'air cendre. beau, dis donc. Magnifique. On va la sortir. Comment veux-tu la démouler? On la met... On la met déjà hors du feu. On la fait glisser. D'accord. Il faut pencher comme ça. Là. Mais non, faut pas avoir peur. Je sens le drame. Faut pas avoir peur. Alors, faut tenir, attention. Ben ouais. Non. Je veux tenir quoi? Non. Un peu moins penché. C'est vrai que c'est chaud. Un peu moins penché. Voilà. Ça y est. Oh là là, Christiane! Oh, tour de force. Voilà. C'est magnifique, Christiane. Et ça sent bon. Oh là là. Hop, le papier, on va pas se le mettre. Non. Elle est précieuse. Ah oui, tu m'étonnes. Non, t'inquiète pas, là. Alors, on découpe un peu le couvercle. Ah, on découpe le couvercle, d'accord. Voilà. Tu en retires le chapeau, quoi. Oui, on découpe comme ça un peu. On coupe un bout de pâte pour chacun. Après, il y a la sauce dessous pour se servir de la oui, sauce. on peut pas vraiment faire des parts. Eh bien, non, en fait, parce que la ça va pâte coller. est comme un récipient, finalement. C'est ça, Voilà. hein? Oui. D'accord. Oui, voilà. Hop là. Et puis après, on prend... Et là, on met un peu... Ah, je comprends. Il y a tout un protocole même pour le service. Voilà. Enfin, bon, quand il y a plus de convives, eh ben, on coupe le couvercle. Sûr. Et puis après, on finit par le tour. Déjà, moi, je goûte la sauce, comme tu dis. C'est pas froid. Elle est bien chaude. La poule est bien cuite. La poule est très bien cuite. Il faut dire que c'est pas évident de cuire bien la poule parce que c'est souvent sec. Ben oui. Elle est très tendre. Et en même temps, elle a beaucoup de goût. Et ces salsifis donnent un goût, c'est onctueux, c'est sucré. C'est vraiment très appétissant. De quoi réconcilier tout le monde avec le salsifis, trop souvent délaissé. Pour continuer notre voyage au cœur des potagers et percer les secrets de légumes trop souvent délaissés, enfin à mon avis,
Je pars à la rencontre d'Asafumi Yamashita, le maraîcher haute couture, vous en avez forcément entendu parler, qui s'est installé à quelques encablures de Paris, à Chappet dans les Yvelines. Il a réussi à convaincre les plus grands chefs, tous étoilés, parmi eux Éric Briffard, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnère. Ils ne sont que quelques-uns à pouvoir se fournir chez lui et suivre les instructions de leur chef maraîcher à la lettre, sans sourciller, je peux vous dire. Sa signature, toutes les graines viennent du Japon, que des légumes classiques, mais de vraies éditions limitées. C'est pas un arbre, c'est la famille du chou qui s'appelle petit vert. C'est un légume japonais. Quand je suis rentré au Japon, j'ai visité cette grainière. Si je peux amener un peu de graines en France. Et puis au début, on dit non, on donne à personne, il n'y a pas de question. Et puis j'ai commencé de me présenter qui suis-je. Et puis elle me connaissait, et puis c'est vous qui êtes monsieur Master, je suis ravi de vous rencontrer. Et finalement, on me donne quelques graines chaque année. Les chefs aiment bien les petits verres parce qu'il y a le bon goût de chou, mais la feuille est fine. On peut faire comme les choux, mais c'est petit, c'est mignon et c'est le bon goût. Le plus important pour notre maraîcher, c'est l'essence même de la graine. Et peu importe si toutes les bonnes conditions de maraîchage ne sont pas réunies, il sait faire face à la moindre contrainte. Je cultive à peu près 50 variétés à l'année. La terre de chez moi, c'est assez compliqué. Je n'ai pas de très bonnes conditions. Tous les pluies qui tombent, ça glisse vers nous. Donc ça peut rester longtemps au fond de mon jardin. En plus, on est en pente comme ça. Et là, c'est plein nord. Donc c'est toutes les contrariés sur mes épaules. Voilà. Un dur labeur, mais pour la bonne cause, puisque la quasi-totalité de la production de notre humble maraîcher est cuisinée par une poignée de grands chefs. Je ne peux pas travailler avec beaucoup de chefs parce que moi, je cultive que des petites quantités. Moi, donc, je travaille tout le temps avec la terre. Donc, j'entends beaucoup de voix de la terre. Vous voyez? Avec ces voix, je compose un petit poème. Voilà, un petit poème que j'amène chaque semaine au chef. Et les chefs qui mettent la musique dessus. Et les clients qui chantent. Cependant, pas besoin d'aller forcément chez les grands étoilés pour goûter cette poésie maraîchère, puisqu'Asafumi et son épouse Naomi font table d'hôte. Et c'est d'ailleurs cette dernière qui officie au fourneau. Chaque matin, je décide de qu'est-ce que je peux préparer aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je fais la salade avec de radis blancs et radis rouges et puis carottes. Sachez que pour venir vous régaler, il vaut mieux se lever de bonne heure, la table d'hôte n'étant accessible que de mai à octobre et uniquement les samedis et dimanches midi. Notre appétit s'étant désormais aiguisé, on prend la direction d'Épernay en Champagne pour un très joli village, un village de carte postale même, Trépaille. On va y rencontrer une viticultrice, évidemment, elle s'appelle Sylvie, et elle va nous concocter un plat éminemment local, la potée champenoise, qui traditionnellement était servie aux vendangeurs pour leur donner du cœur à l'ouvrage. Il paraît que c'est roboratif, une belle façon de mettre les légumes au cœur du plat. Il y a quelqu'un? Oui. Ah bah c'est juste. Bonjour Sylvie, mais la porte est toujours ouverte ici? Bah toujours, oui. Ouais, c'est sympa, c'est accueillant, on entre comme dans un moulin.
Et nous voilà dans la cuisine. Dans la petite cuisine. Qu'est-ce que tu préparais? Tu as commencé déjà? Ah oui, parce que c'est très long à cuire. Des haricots, c'est quoi? Des haricots de Soissons? C'est des gros haricots qui vont doubler de volume. Hein. C'est une spécialité champenoise, les haricots de Soissons. Pour sapoter, Sylvie commence par cuire son lard avec les haricots réhydratés la veille et y ajoute des oignons frais, des clous de girofle et une feuille de 4 épices. Ça parfume, c'est 4 en 1. Voilà. Et tout ça, ça va cuire combien de temps? 2 bonnes heures. Et cette recette, qui est-ce qui te l'a transmise? Oh, moi, j'avais une mère qui cuisinait beaucoup, qui recevait beaucoup. Elle était viticultrice comme Oui, toi? aussi, oui. On avait des équipes de 20, voire 30 vendangeurs parfois, donc il fallait faire à manger à tout le monde, parce qu'à l'époque, on logeait et on nourrissait. Tout le monde. Eh oui. Deuxième étape, la cuisson des légumes, carottes, pommes de terre, poireaux et choux, des légumes que Sylvie va cuire séparément en commençant par le chou. Et nos autres légumes, alors il va falloir sortir 14 casseroles là, non? Il faudrait presque. Et il va falloir faire un petit roulement ou alors attendez. Je sens qu'il y en a qui nous ont déjà lâchés. Oh non, la beauté champenoise, trop compliqué. Voilà, on va faire cuire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous, on le fera. Non, mais ça va aller. Côté viande, là aussi, on ne devrait pas mourir de faim, car outre le lard fumé, la saucisse, la palette de micelle, le jambonneau fumé et le saucisson à l'ail, Sylvie a pris soin pour sapoter de faire cuire une poule. On peut simplifier. Bon, là, je vous ai fait la totale. Hein. Faut dire qu'il y a une grande tradition charcutière dans la région Champagne-Ardenne. Ben, il y a le jambon de Reims, oui, il y a des spécialités, il y a plusieurs sortes de jambon. Les fameux pieds de porc aussi, les pieds de cochon. De Sainte-Menou, oui. Et puis les andouillettes de Troyes. Ah, c'est vrai, on allait les oublier. Voilà, alors, pendant ce temps-là que tout ça cuit, on va rajouter les saucisses fumées avec les haricots. Ça va donner un petit parfum aux haricots aussi. Donc là aussi, tu vas les laisser mijoter, tu m'as dit 2 heures. Voilà. Bon, bah, pendant que tout ça cuit, mijote, moi, je te propose de noter la recette. Tu connais les proportions et tout ça? C'est jamais très évident quand on fait des recettes de famille. Pour cet énorme potée du vendangeur, il vous faudra 6 saucisses fumées et 6 saucisses de Strasbourg, 400 g de lard fumé, un saucisson à l'ail, une poule bien grasse, une palette de micelle et un jambonneau fumé, un chou frisé, une botte de carottes, 12 pommes de terre, 6 poireaux, un demi-céleri, 500 g de haricots de Soissons, 4 oignons blancs nouveaux, des clous de girofle et du 4 épices. Il est temps de dresser notre plat. Sylvie organise les viandes et les légumes en alternance. Les pommes de terre, le chou, la poule, hein, c'est joli. Et donc au centre, je vais mettre donc les haricots. Et après, on va recouper la saucisse en morceaux pour les redisposer dessus. On va faire rajoute-nous un petit coup de saucisse là-dessus. Il y a une odeur de dingue. On a juste envie de... Voilà, allez. Hop. C'est dans son jardin, attiré par un rayon de soleil, que Sylvie m'invite à déguster sa potée champenoise. Allez, dis donc, en tout cas, félicitations parce que c'est absolument délicieux. C'est justement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que chaque morceau de viande, chaque légume a vraiment un goût particulier. Je pense que tu m'as convertie parce que souvent, quand on reçoit beaucoup de monde, on se dit, oh là là, on se complique la vie, on multiplie les plats où on veut faire un plat de pâtes, alors qu'un plat de pâtes, au-delà de 6 personnes, c'est quasiment infaisable. Là, tout d'un coup, c'est vrai. Mais en plus, c'est pas très compliqué à faire. Bon, c'est du temps, mais c'est très simple en fait. Merci Sylvie. Direction Rungis, le temple de l'alimentation que vous connaissez, où officie Frédéric Jonot, qui est primeur. Frédéric a travaillé comme chef cuisinier pendant plusieurs années et a obtenu le titre de meuf primeur, ça existe, en 2011. Il connaît les fruits et les légumes comme sa poche et manie le couteau pour le sculpter. Il n'y a pas que les couteaux d'ailleurs comme outil, et il excelle d'ailleurs en la matière. Avec lui, les pastèques deviennent des fleurs, les courges des oiseaux. Son quotidien de primeur est intense, il voyage toute l'année pour dénicher de nouveaux produits et il s'est même imposé comme conseiller auprès des chefs. Frédéric Jonot s'est autoproclamé consultant designer en fruits et légumes. Et oui, c'est possible.
Et c'est au cœur de l'Académie du fruit et du légume, la première école de ce genre, que Frédéric officie en dispensant des formations et des conférences auprès des professionnels, mais aussi du grand public. L'objectif, promouvoir la connaissance des produits et la richesse des terroirs français. Mon parcours, il est d'abord issu du métier de cuisinier, avec des grands-parents agriculteurs, avec un père primeur, l'enfant terrible de la famille. Moi, j'ai dit non, je ferai cuisinier et pas primeur. Puis sa passion pour les fruits et légumes l'a mené il y a 20 ans, comme son père auparavant, vers le métier de primeur, jusqu'à être primé meilleur ouvrier de France en 2011, une passion qu'il partage. Nous allons aujourd'hui faire une formation sur les racines. Entrez, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'Académie, Mandarin, l'Académie des fruits et des légumes. Enchanté. Qu'est-ce que vous connaissez comme racines? Qu'est-ce qui se passe sous la terre? Parce que vous avez plusieurs choses différentes. Je me suis aperçu en manipulant les fruits et les légumes qu'on avait des signes de reconnaissance assez faciles entre un radis, une betterave ou un navet. Est-ce que c'est un radis, un navet, une betterave? Aucune idée. Et pourtant, vous allez avoir un signe de reconnaissance très simple. Vous voyez des cercles? Eh bien, on va s'apercevoir que, regardez, peu importe ce que je vais couper, ça sera toujours en cercle. Ces cercles, ça ne vous rappelle pas un légume? Là, la betterave. Regardez bien les betteraves rouges que vous avez à la maison. Elles sont en cercles successifs. Donc, en fait, peu importe ce que je vais prendre, une betterave albina, comme ici, une chioggia, comme ici, une betterave rouge crapaudine, comme ici, eh ben, vous allez avoir à chaque fois des cercles. Vous allez vous apercevoir que l'hiver, vous allez avoir une double peau, voire une troisième peau qui va se former. Pourquoi? C'est la seule différence qu'il y a entre un légume de printemps et un légume d'hiver, parce que le légume va se protéger. Donc en s'épaississant, ça va devenir amer. Donc autant que vous avez un légume de printemps que vous allez juste gratter comme ça, vous voyez, avec un petit dos de couteau, en la rinçant bien. Par contre, un légume d'hiver, eh ben, il va falloir éplucher vraiment franchement un bon demi-centimètre pour éviter l'âcreté, l'amertume de ce produit. Une connaissance qui permet de mettre les produits en valeur dans l'assiette et d'en réconcilier plus d'un avec les légumes, à consommer aussi bien crus que cuits. Je vais vous montrer qu'on peut faire une petite assiette rapide de légumes racines crus. On a pris donc une petite mandoline. On a émincé ces légumes. Donc là, vous avez du radis, vous avez donc ce joli radis qui est là, qui s'appelle du red meat, hein, c'est des radis asiatiques. On aimerait tous avoir un primeur comme Frédéric près de chez soi. Alors vous aussi, n'hésitez pas. Faites-vous conseiller et surtout osez un peu de fantaisie en cuisinant ces vieux légumes. Le Pays Lyonnais, et à présent on va rester dans le vert, bien qu'on ne cuisine que le blanc, puisqu'on va parler d'une particularité gastronomique de Lyon. C'est un légume qu'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs, en dehors de la région Rhône-Alpes, et qui s'appelle le cardon. Vous en avez forcément entendu parler. Alors ceux qui connaissent l'adorent, probablement parce que c'est délicieux tout simplement, mais c'est vrai que c'est assez peu répandu, d'abord parce que la culture est très locale, et puis c'est assez difficile à préparer, notamment à peler. Traditionnellement, on le cultivait dans la région de Vaux-en-Velin. Et puis avec l'urbanisation galopante aux alentours de Lyon, Vaux-en-Velin est devenu une banlieue et les cultures maraîchères ont été repoussées un petit peu plus au nord. Nous, c'est à Cailloux-sur-Fontaine que nous nous rendons pour rencontrer la famille Digonnet, producteur de cardon depuis 4 générations de père en fils. L'exploitation est en agriculture raisonnée et en polyculture, rhubarbe, blette et mâche, et l'hiver durant 5 mois, le cardon au mode de production si spécifique. Alors là, on est en plein dans la période du cardon, c'est l'hiver lyonnais, et donc là, on est en train de sortir les cardons du silo, les cardons blanchis à l'obscurité, et on récupère un cardon blanc spécifique de la région lyonnaise. C'est les côtes blanches qui vont pousser au centre du cardon qui vont être consommées. C'est ensuite dans le hangar que les cardons sont nettoyés avant d'être conditionnés. J'ai quant à moi déjà rejoint Marie-Christine, la maman de la famille, au chaud dans la cuisine. Il faut être minutieux pour l'épluchage du cardon. Il ne faut surtout pas laisser de trous de fil parce qu'après dans la bouche, on les sent.
Le cardon, il faut qu'il soit moelleux. En fait, c'est une plante qui est de la famille des chardons, comme son nom l'indique. Exactement. Donc comme l'artichaut, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? On casse? On commence par couper d'abord ce qu'on appelle le pied, voilà, qu'on va bien garder, parce que ça, c'est très très bon. Quand on va le couper, on va les couper en fines tranches. D'accord. Voilà, c'est le pied comme le corps du cardon, c'est pareil. Ça fait penser un peu à la tige de bambou. Voilà, exactement. Alors, on le fera peut-être après. Je sais pas quel goût. Cru, ça se mange ou pas? Non. Bon, bah, je te dis. Pas mauvais, hein, cela dit. Alors, dis-moi. Normalement, vous voyez, celle-là, elle est un peu verte. Pour la moitié. Et la partie qui est verte, celle-là, je ne vais pas la prendre. Alors, une fois qu'on a coupé nos tiges, on prend son petit couteau. Nos cardes. Et on les pluche. Et on les file légèrement sur le côté. Tu vois. Faut retirer les fils qui pourraient être désagréables sous la dent. Exactement. Alors après, on prend à moitié comme ça. Vous voyez là? Ouais. On fait comme ça. Et hop. D'accord. Et on continue. Ah, ce sont les morceaux qui seront comestibles, ceux-là. Et voilà. D'accord. Et on fait comme ça. Enfin, voilà. Et ensuite, on retire les fils. Exactement. Voilà. Voilà, bah là, on est donc bon. les cardons dans l'eau citronnée pour qu'ils restent bien blancs. D'accord, sinon ça s'oxyde. Voilà, exactement. Alors, soit on peut mettre de l'eau citronnée, soit on peut mettre de l'eau avec du vinaigre blanc. Pas besoin de laisser davantage tremper nos cardons. Ils peuvent être directement égouttés et mis à cuire dans une eau froide avec une pincée de sel durant 35 à 40 minutes. Le temps de nous intéresser de plus près à l'os à moelle. Nous allons les mettre dans l'eau. Donc là, elle est chaude, mais elle n'est pas bouillante, c'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'elle va chauffer un peu de temps, là. Ok. La moelle va être cuite, on va passer au roux. Bon, on peut peut-être le démarrer maintenant. Oui. Faut avoir quand même quoi, un bataillon de 8-10 casseroles pour pouvoir faire la recette. Oui. Le roux, ça, vous n'avez pas changé la tradition, beurre et farine. Même quantité, temps pour temps? 2 cuillères à soupe de farine bien bombée. Ouais. Hein, et 30, 40, 50 grammes de beurre, ça dépend si on est gourmand, si on n'est pas gourmand. Je vois le truc. Enfin, après, il faut le faire chez soi, quoi. Voilà. Allez, on va dire 35 grammes. Soyons fous. Voilà. On met quoi, la farine quand il commence à devenir mousseux? Oui, voilà, exactement. Je ne suis pas sûre que la cuisine soit tout à fait à ma tête. Julie, faites attention à votre tête. C'est sûr. En même temps, c'est pas forcément fait pour passer la tête. Alors là, on est pas mal. On mouille avec l'eau où cuit les os à moelle. Exactement. Ah oui, c'est pas avec du lait, c'est pas une béchamel. Ah, c'est pas une béchamel. Non. Oula. Oh là, attention. Ouais, ça plaisante pas, là. Attention, la béchamel lyonnaise, non mais... On ajoute ce fameux bouillon de cuisson à l'os à moelle petit à petit afin d'obtenir une bonne consistance. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui aiment le roux bien épais et ceux qui aiment le roux plus liquide. Ah ben, on n'est pas aidés. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Dis-moi, parce que je trouve qu'il... Il est bien? Il est bien. Bon, il est bien. Voilà, il est vraiment... En fait, c'est une sorte de velouté que tu fais. Exactement. Voilà. Ça, hein? Là, il est très bien. D'accord. On laisse ça de côté? Oui. Tu veux qu'on égoutte peut-être les... Alors, on va égoutter les cardons. En avant. Là, on ne garde pas l'eau de cuisson. On ne garde pas du tout l'eau de cuisson. Non, de toute façon, c'était trop tard. Comme toute bonne cuisinière qui se respecte, on va quand même goûter. Oui, alors sauf que là, si on a loupé la cuisson, on est embêté. C'est bon? Un délice. Tiens, j'ai goûté aussi, alors. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Ouais. On sent bien le fondant. Oui. Ça me rappelle un petit peu le goût des salsifis. Un petit peu. Tu vois, un petit peu, presque un peu poivré. C'est très bon, ça a beaucoup de goût. On les verse dans le plat? On va verser les cardons dans le plat. D'accord. Allez. Avant de mettre le roux, il faut qu'on sorte les os à moelle. Ah oui, dis donc, t'as raison, c'est vrai. Alors, dans la petite assiette. Voilà. Et voilà. On va prendre un petit couteau et on va faire le tour de la moelle, là. Hop. Je la démoule? C'est pas bien grave qu'elle soit pas tout à fait cuite, parce que ma maman disait qu'elle les mettait crus sur ses gratins de cardon. Ah bon? Et qu'elle la faisait cuire au four. Hop, c'est voilà. Hop. Je le mets comme ça? Alors, normalement, on fait des petits tronçons. Je les mets comme ça? On les étale sur le... Voilà, un petit peu de partout. On va mettre un tout petit peu de râpé. On recouvre de fromage râpé qui ne doit pas être trop affiné pour ne pas masquer le goût, de préférence de l'emmental. Puis, nous ajoutons notre velouté.
Et ce qui m'étonne, tu vois, c'est que tu mettes le fromage avant de mettre le velouté. Mais finalement, ça évite peut-être au fromage de brûler? Exact, oui, un petit peu, voilà. Et au four pendant 25 minutes à 180, chaleur tournante. Pour réaliser un gratin de cardon à la moelle comme Marie-Christine, nous devons nous procurer un pied de cardon d'environ 1,5 kg frais ou en bocal, mais aussi 2 os à moelle et pour le velouter, 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe de farine, 50 centilitres de bouillon de moelle et enfin 2 poignées de fromage râpé, du sel et du poivre. Et c'est en famille avec les jumeaux que nous passons à table. Elles sont jolies ces assiettes. Ce sont les assiettes de l'arrière-grand-mère de Jean-Claude. Et dis donc, vous êtes précautionneux dans la famille, hein? Oui, elles ont été gardées jusqu'à présent. Ah bah heureusement que je suis pas venue trop souvent déjeuner chez vous, parce que sinon je les aurais toutes cassées, moi. Eh ben alors, bon appétit. Bon appétit. Merci surtout de m'accueillir. Ah, c'est délicieux. Il y a quand même un goût. Ils sont fondants. Ils sont fondants, ils sont bons? Ouais. On les a pas loupés? Non. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Parce que c'est vrai que pour le coup, en dehors de la région, on ne les trouve pas sur les marchés, les cardons. Peut-être un peu en conserve, mais il faut connaître. Il y a un goût quand même assez prononcé d'artichaut. Ouais. Non, on est d'accord? Exactement. Et habituellement, vous le servez en entrée, en accompagnement? Accompagnement de viande. La grande majorité des gens, quand ils le consomment qu'une fois dans l'année, ils le consomment pour les fêtes de fin d'année. Ouais. En général, c'est le réveillon, Noël ou pour le jour de l'an. C'est souvent accompagné soit d'une volaille, d'un gibier. Ouais, mais c'est vrai qu'avec une volaille, c'est vraiment bon, quoi. Et regardez, moi je termine la deuxième assiette. Pour terminer notre voyage, c'est chez un autre amoureux des légumes que je vous invite pour refermer nos carnets en Camargue, plus précisément à Arles, pour rencontrer Armand Arnal. Originaire de Montpellier, ce chef œuvre dans son restaurant La Chassagnette, au cœur d'un terrain dans lequel il puise l'inspiration, un rapport presque charnel à la terre, à sa terre. Du potager à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Armand cueille et crée, il construit chacun de ses plats autour d'un légume cueilli au détour d'une allée, au rythme des saisons et de son imagination. Je me demande bien ce qu'il va pouvoir nous inventer aujourd'hui. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. Ça va, Claude? Bonjour Armand. Ouais, ça va. C'est toi? Ça va. Bon, t'as vu là le fenouil? Superbe. C'est dans son potager, conseillé par Claude, son jardinier, qu'Armand trouve l'inspiration du jour pour confectionner une carte qui évolue avec les saisons depuis 10 ans maintenant. J'aimerais bien faire un légume en aigre doux, avec un œuf, en coque de riz. On va prendre un petit peu de cébette, je pense. Ouais. Allez, direction la cuisine pour offrir une deuxième vie à ces légumes d'hiver. On va utiliser des betteraves, navets, fenouil, un petit peu de carottes. On a cuit déjà nos betteraves dans du sel, une croûte de sel, cuit entière. Et on les a épluchés. Le fenouil, on va tout simplement le tailler de façon qu'il cuise assez rapidement. Même découpe pour les carottes. L'idée, c'est de cuire aussi tous les légumes séparément pour vraiment donner et retrouver tous les goûts de chaque légume. La technique d'Armand, mélanger de l'huile d'olive avec une petite cuillerée de miel pour ainsi faire caraméliser les légumes. On va rajouter quelques graines de coriandre. Là, j'ai une sauge qui est la sauge ananas. On va mettre, qui va assez bien se marier avec le légume. Une petite pointe de sel. Donc là, je fais bien revenir tout doucement mes légumes. Je vais un petit peu les couvrir. La protéine, en particulier, c'est l'accompagnement des recettes. On travaille d'abord sur le légume et ensuite on choisit si on marie un poisson ou une viande avec la préparation de ces légumes-là. La protéine du jour, justement, un œuf dur dont Armand retravaille la texture. Voilà, donc là, je roule un petit peu dans la farine de riz pour pouvoir avoir un petit peu d'accroche. Après, je mets l'œuf dans la pâte de riz, la tempura, et je le roule
dans du riz soufflé. Un rapide passage dans un bain d'huile bien chaude et l'œuf en coque de riz est frit. Petit peu de fleur de sel de Camargue. La brigade d'Armand ayant prêté main forte, le chef peut dresser son plat à l'assiette avec une myriade de légumes, tous plus alléchants les uns que les autres. Du coulis de betterave, du navet, de la betterave orange, du fenouil, des carottes. Je vais dresser en fonction de comment les légumes arrivent dans ma main. Un oignon frais, des radis, l'œuf en coque de riz, des pousses fraîches du potager et quelques fleurs comestibles. Quelques fleurs de soja nana. Ce qui est le plus important pour moi dans une assiette, c'est d'avoir un maximum de couleurs dans l'assiette. C'est d'abord très important pour l'œil, très important pour le corps aussi. Hein. Plus on a une palette de couleurs, plus on se nourrit. Ça commence déjà à nourrir le ventre. Et essayer d'exprimer un maximum de goût à travers ça. Et voilà, le tour est joué. Il a raison Armand, toutes ces couleurs mettent vraiment l'eau à la bouche. Voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Merci Armand pour ce beau cadeau. Je ne sais pas vous, mais si comme moi cette recette vous tente, vous avez vu, c'est facile. On passe au marché ou mieux, dans son potager si on a la chance d'en avoir un. Et hop au fourneau, le tour est joué, on se régale en famille avec les amis et nos beaux légumes d'hiver. Allez, c'est la fin de notre tour de France des blettes, des poireaux, des choux et autres cucurbitacées. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, vous le savez maintenant, ces produits ne sont pas chers, ils sont faciles à cuisiner et ils sont délicieux. Encore meilleurs si l'on prend le temps de les associer avec la bonne viande, le bon poisson, le bon fromage, que sais-je. Et puis surtout, sachez que c'est bon pour la santé. Allez, à très vite sur les routes de nos prochains carnets.